c'est dit qu'à la base, les dirigeants sont les véritables problèmes de notre football. Ça, il faut le dire. Si l'entraîneur, je veux dire, il est à l'aise dans sa fonction. Le football ivoirien, depuis un certain nombre d'années, enregistre l'arrivée des entraîneurs expatriés de divers horizons, des équipes nationales en passant par les clubs de Ligue 1. Tous ont un penchant pour les entraîneurs expatriés au détriment des nationaux. Qu'est-ce qui explique ce penchant pour les expatriés? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux dégâts sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons bien sûr du football ivoirien de plus en plus tourné vers les entraîneurs expatriés. Et pour en parler, nous recevons Zoum Diakité, journaliste sportif. Bonjour Zoum. Bonjour Sarri, bonjour à tous. Et bienvenue aux dégâts sportifs. Edmond Sengoné, consultant. Edmond, bonjour. Bonjour Sarri. Et bienvenue aux dégâts sportifs. Merci. Alors, les équipes nationales de football ivoiriens sont pour la plupart dirigées vers les expatriés. Et les entraîneurs titulaires jusqu'au staff, tous pour la plupart, sont étoffés des entraîneurs venus d'ailleurs. Alors, Zoum Diakité, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Bon, il faut dire assez clairement qu'avec les entraîneurs expatriés, on a d'abord ce gage de rigueur. On s'est dit que l'entraîneur expatrié, il sort quand même d'une certaine école, il a cette discipline tactique, il a ces méthodes d'entraînement qui sont issues de ses origines, contrairement donc aux entraîneurs locaux qui sont pour la plupart éparpillés entre différentes équipes. Quand vous prenez le paysage aujourd'hui du football ivoirien, vous avez pratiquement les mêmes entraîneurs qui tournent entre les différentes équipes. Ça peut susciter quelques connexions. Donc, naturellement, il y a des suspicions qui peuvent naître, alors qu'avec l'entraîneur expatrié, on n'a pas de suspicion. Il a plus de marge de progression, on lui donne plus de temps, alors que l'entraîneur local, il est jugé tout de suite parce que un faux pas, on dit c'est parce qu'il a créé cette connexion-là avec l'autre équipe. Et ça fait des années qu'il est dans le milieu. L'expatrié qui arrive, il découvre l'environnement, il n'a aucune connexion avec une autre équipe. Alors on préfère donc l'entraîneur expatrié qui apporte donc ce gage de rigueur. Edmond Sengoné? Non, moi je pense que, effectivement, comme l'a dit Zoum tout à l'heure, il a parlé de rigueur, des gages de rigueur. Mais en vérité, à part ça, moi je ne vois pas trop ces expatriés apporter plus que les locaux. Voilà, on a connu ici des entraîneurs locaux qui quand même ont fait montre de leur talent, comme les Idara Sualio, les Guamini Maxime et autres, qui arrivent à démontrer un peu de quoi ils sont capables. Voilà, après les expatriés, c'est de façon globale, j'aborde un peu dans le sens de Zoom où il parle de gage de rigueur, mais pour moi, j'allais plutôt dire que ces expatriés-là viennent de façon générale à cause de leur patrimoine en réalité. Sinon, le patrimoine, oui, je vais dire. Parce que vous savez que l'expatrié qui vient, il a plus de vécu sur le plan international, il a un peu plus de moyens. Quand je parle de patrimoine, je parle de leurs moyens. On a vu ici une certaine période avec notre équipe nationale où on allait chercher Sven Goran Eriksson simplement parce qu'on avait en face de nous une génération qui montait en puissance, dont les maestros, les Kolo, les Didier Drogba à un moment donné qui quand même, je vais dire, étaient à la porte des grands clubs comme Chelsea et autres. Donc il fallait quand même un entraîneur qui avait un patrimoine et qui pouvait gérer ce monde-là. Mais à part ça, sur le plan du travail, je pense que les locaux aussi méritent un peu d'être un peu révalorisés. Alors, justement, aujourd'hui, on a remarqué, par exemple, que la CAN 92 a été remportée par un local, la CAN 2024 par un local, excepté 2015. Est-ce que Zoum Diakité, selon vous, il n'y a pas de valeur ici en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de valeur sur le plan local. Nous avons naturellement de très grands entraîneurs. Vous parliez donc de Yopal Marshall qui a fait ses preuves dans plusieurs équipes de Côte d'Ivoire, que ce soit l'USC Bassam ou à l'Africa Sport où il a remporté une coupe africaine. Et puis avant d'aller remporter la CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Emes Faye qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir une troisième étoile. Et puis on a même Jair François qui nous a permis d'être finaliste de la CAN. Alors les valeurs locales, ça existe, c'est indiscutable. Mais je dis avec l'expatrié, il y a plus cette rigueur, il
il y a, on peut le dire, ce respect donc, du joueur. Le joueur en face donc, de l'expatrié, il n'a pas le même regard que s'il était donc en face de son compatriote. Donc c'est un élément qui compte un peu quand on connaît un peu l'ego de nos joueurs. On préfère donc des expatriés, même si certains entraîneurs locaux ont le charisme, arrivent donc à inculquer donc, certaines valeurs, arrivent donc à mettre dans le groupe cette rigueur tactique, mais avec l'expatrié, déjà le joueur, il s'est dit, bon, celui qui est en face de moi, ce n'est pas un compatriote, alors il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire parce que il y a donc, comme je le disais à l'instant, ce gage de rigueur que l'expatrié dégage. Alors, Edmond, aujourd'hui, il y a combien d'entraîneurs ivoiriens qui arrivent du coup à s'imposer dans les championnats étrangers? Parce qu'au moment où ça arrive en Côte d'Ivoire, il y a lieu que nous aussi on puisse quand même s'exporter. Combien d'entraîneurs ivoiriens aujourd'hui à l'extérieur qui ont pu s'imposer dans un championnat étranger? Non, vous avez les Yelato Silué. Les Yelato Silué qui ont entraîné l'Azida Bengourou, qui ont entraîné à un moment donné le Stella et le Sporting Club de Gagnoua. Vous avez tout récemment, comment on appelle, le doyen Monguei Gueye, qui se retrouve aujourd'hui au Mali. Non, mais qui arrive à s'imposer là-bas. Non, mais c'est clair, mais ils ont fait plusieurs saisons dans ces championnats-là. On avait Kone Pereira, qui était avec le gardien Tiassé. Tout ça, donc, c'est dit qu'on a des entraîneurs quand même. Après, c'est la déontologie du métier. Ça, il faut le dire, parce qu'un entraîneur, qu'il soit local ou qu'il soit expatrié, doit avoir ce qu'on appelle le caractère. On a vu ici avec les arrêts Mamadou. On a vu tous ces entraîneurs-là qui, quand même, ont pu imposer leur caractère, ont pu donner, je vais dire, ligne de conduite aux joueurs. Les joueurs sont capricieux. Et donc, d'abord, pour être un bon entraîneur, que ce soit européen ou local, il faut avoir du caractère. Donc, moi, je dis que ça fait partie de la déontologie du travail. Alors, Zoum Diakité, aujourd'hui, est-ce que cette envie d'aller chercher des entraîneurs expatriés n'explique-t-elle pas le manque de compétences locales au point où, aujourd'hui, le taux d'entraîneurs licenciés, licence ACAF en Côte d'Ivoire, est complètement au rabais? Est-ce que cela n'est pas un facteur qui amène le club à aller voir ailleurs? Oui, c'est exact. Aujourd'hui, nous avons combien d'entraîneurs qui ont ce sésame-là, qui permet d'être sur un banc de touche, par exemple sur une compétition africaine. Quand vous regardez un peu le paysage du football ivoirien, l'écosystème de notre football local, vous voyez que ce sont les mêmes entraîneurs locaux qui tournent dans les différentes équipes. Parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir donc ce diplôme-là. Quand vous prenez un entraîneur qui est chassé du côté de l'Azida Bengourou, qui se retrouve après à Zoma, quand un entraîneur est limogé du côté de Boaké, il se retrouve à la SOA, etc., parce que ce sont les mêmes diplômés. Alors, les clubs, les dirigeants n'ont pas assez de choix. Ils sont donc obligés, s'il n'a pas les moyens pour faire venir l'expatrié, il est donc obligé d'aller chercher donc cet entraîneur qui a été déjà dans une autre équipe de la même ligue que lui. Alors, il se retrouve donc à jouer le championnat avec un entraîneur qui a déjà coaché son adversaire. Donc, ce qui m'amène justement, comme je le disais donc, un peu plus haut, à parler de connexion. Alors, ces entraîneurs locaux donc, ont cette connexion-là qui souvent ne militent pas en leur faveur. Justement, parlons de connexion, aujourd'hui, Edmond, il y a le fait d'avoir des entraîneurs locaux un peu qui circulent entre les clubs et c'est un jeu de chaises musicales. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça biaise parfois le recrutement de ces clubs-là parce que ces entraîneurs-là se dépassent la plupart avec les bons petits? Non, je vais dire, avant de revenir à votre préoccupation, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Zoum tout à l'heure. Moi, je pense que les entraîneurs locaux, on est ici avec eux, on les connaît plus ou moins. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous fait dire que l'expatrié qui vient de l'Europe ne connaît pas les mêmes situations, c'est pourquoi il est expatrié aujourd'hui. En la réalité, il y a la bonne foi des dirigeants. Ça, il faut le dire tout net, parce que après, les expatriés, quand ils viennent ici, ils viennent avec les mêmes diplômes que nos locaux, en réalité. Mais c'est au niveau du suivi, au niveau de tout ce qu'on met autour d'eux pour réussir leur mission qui n'est pas fait. Parce qu'ils sont expatriés et donc on leur met les moyens qu'on ne met pas forcément à la disposition des locaux. Voilà, donc moi, je pense que, attention, parce que c'est un sujet qui est délicat. C'est un sujet qui est délicat. Si on veut aller dans le fond de la chose, on va pas laisser les dirigeants, hein, on va pas les laisser parce que en la réalité, c'est aussi leur comportement qu'ils font aussi que nos entraîneurs locaux souffrent. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils souffrent. En réalité, quand on te prend un entraîneur expatrié, qu'on lui donne 1 million, voire 1,5 million par mois, et que le local qui est avec toi ici, qui a le même diplôme que l'expatrié, n'a pas 1 million, il y a problème.
Il y a problème en réalité. Non, mais justement, Edmond, le local ne peut pas remettre avec l'expatrié. Parce que l'expatrié, il y a des primes de déplacement qui s'ajoutent au salaire. Oui. Mais quand cela n'en tienne, il faut dire qu'ils ont les mêmes diplômes. Donc, à la base, le salaire qui correspond à leur diplôme doit être le même. Maintenant, c'est les primes qui diffèrent. Oui, mais ils ne présentent pas la chose comme ça. Ils présentent l'entraîneur expatrié comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui est venu pour tout sauver, alors qu'en réalité, zéro. Voilà, zéro. Parce qu'on a des entraîneurs ici locaux quand même qui ont fait, on a des exemples, qui ont fait plus que ces expatriés qui ont tous ces moyens-là. Donc c'est dit qu'à la base, c'est les dirigeants qui ne font pas les bons calculs. Maintenant, parlons de coachs ici aujourd'hui, du fait qu'ils aient fait beaucoup de temps dans le football ivoirien, se déplacent avec tous les joueurs pratiquement d'équipe en équipe. Est-ce que cela ne joue pas en leur défaveur? Non, mais après, ça, c'est un autre volet de la chose. Ça, c'est un autre volet. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des clubs, en passant par le club phare de notre championnat, qui est la SEC d'Abidjan, et même le Stade qui a été champion. Vous avez vu que sur 30 joueurs du Stade d'Abidjan, il y a 20 qui sont partis. Voilà, en réalité. Donc ça, c'est un phénomène qui existe un peu partout dans notre championnat. Et donc ça n'a rien à voir avec, je vais dire, le débat du jour. Le débat du jour, c'est que les expatriés sont mieux, je vais dire, rémunérés que nos locaux qui sont là, qui ont les mêmes diplômes, qui pour certains sont plus forts que ces expatriés. C'est ça le vrai problème. Vous avez Rigo Gervais, aujourd'hui, qui a fait montre de toutes ses qualités avec non seulement le Stella, le San Pedro FC et d'autres clubs aujourd'hui. Voilà, le SOE Sport de San Pedro, qui est aujourd'hui, il en a parlé lors d'un débat. Il en a parlé parce qu'en réalité, on voit mieux forcément ceux qui viennent de l'extérieur que ceux qui sont avec nous ici. Alors qu'en la réalité, ceux qui sont ici, là, par moment, sont plus forts que ceux qui arrivent. Alors, Zoom, aujourd'hui, par exemple, les expatriés ont des temps de grâce, parce qu'on se dit qu'ils ne mettent pas l'environnement local, et donc ils sont pardonnés et pardonnables sur certains débuts de match, de saison un peu difficiles. Par contre, le local, après 3 matchs d'affilée de défaites, rapidement il est limogé. C'est que normal. Mais avant de répondre à la question, je vais un peu rebondir. C'est quasiment mon co-débatteur. Eh bien, donc, parlons justement de Rigo Gervais. Rigo Gervais a entraîné contre la Côte d'Ivoire. Rigo Gervais était en Guinée. Et il le dit lui-même. Son traitement en Guinée n'a rien à voir avec le traitement qu'il reçoit en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Lorsqu'un entraîneur se retrouve hors de ses frontières, il a un traitement qui est forcément supérieur à celui qu'il a sur ses bases. Alors, quand aujourd'hui un entraîneur arrive de l'extérieur pour être coaché en Côte d'Ivoire, naturellement, il ne peut pas être payé comme un entraîneur local. Quand Rigo Gervais se retrouvait en Guinée, il n'avait pas le même salaire que les entraîneurs guinéens. Et il a reconnu lui-même. Donc pour moi, le volet salarial, c'est tout à fait normal. C'est un phénomène naturel dans tout le milieu d'activité. Maintenant, pour revenir donc à votre question, les entraîneurs locaux, on les connaît. On l'a connu dans un club X. Aujourd'hui, on le retrouve dans un club Y. On connaît un peu ses tactiques. On connaît son mode de fonctionnement. Alors, on ne lui donne pas assez de marge pour apprécier donc, ses déconvenus. Il est jugé tout de suite. Ça peut être un handicap pour l'entraîneur local. Alors que l'expatrié, on lui donne le temps de s'adapter. Quand il arrive, on se dit, bon, ce sont les débuts, il a une période d'adaptation. C'est ce qu'amène souvent les équipes à aller chercher donc, ces entraîneurs expatriés là, qui prennent le temps de mieux rouler la machine, alors que l'entraîneur local n'a pas ce temps-là. Tout de suite, on est exigeant. Le public réclame tout de suite sa tête, et puis psychologiquement, il peut être atteint, et puis les résultats ne vont pas suivre. Alors qu'on laisse le temps à l'expatrié de travailler parce qu'il est nouveau dans le paysage, il essaie donc de faire ses marques. On s'est dit, bon, on est en train de mettre en place les automatismes, et puis ça va finir par prendre. Mais le local n'a pas ce temps-là. Justement, c'est ce qui peut conduire les dirigeants, le dirigeant qui veut conduire, qui veut bâtir quelque chose sur la continuité, à aller chercher un entraîneur expatrié, que de miser sur un local, qui sera tout de suite combattu par ses supporters. Oui, mais justement, c'est pourquoi je dis que la politique n'est pas bonne. La politique n'est pas bonne parce que si on veut travailler sur la durée, la logique serait qu'on travaille avec quelqu'un qui maîtrise la maison. Et donc, regardez un peu, on va faire des comparaisons simples. Vous allez voir Julien Chevalier aujourd'hui à la SEC. Ça fait plus de 5 ans qu'il est à la SEC, il a travaillé avec l'académie de la SEC et tout ça. Malgré les résultats en temps d'ici, Julien Chevalier est toujours aux affaires. On est d'accord sur le principe. Ouais. Et à côté de Julien Chevalier, il y a tout un système qui est mis en place pour l'emmener à réussir sa mission. Je vais parler des infrastructures, je vais parler de la disponibilité des dirigeants en termes de déplacement et tout ça. Par contre, on a des entraîneurs ici locaux qui ont peut-être même la même valeur
ou même la même envergure que ces Julien Chevalier qui sont dans des clubs qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et donc, quand les moyens ne suivent pas, quelles que soient les compétences, quelle que soit la qualité de l'entraîneur, il y a forcément quelque part. Très souvent, on accuse les entraîneurs locaux de vendre des matchs parce qu'ils ont beaucoup d'affinités sur le plan local avec les présidents des clubs, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas un facteur qui amène les clubs ambitieux et sérieux à aller chercher les entraîneurs à l'extérieur? Mais pourquoi même un entraîneur va vendre un match? Mais pourquoi un entraîneur va vendre un match? S'il vend un match, c'est qu'il a un problème quelque part. Le problème peut être salarial. Si vous ne payez pas quelqu'un, non, je l'ai dit, il ne faut pas qu'on se cache derrière les choses. Si vous vous appelez, par exemple, San Pedro FC, vous m'engagez, vous ne me payez pas correctement sur 2, 3, 4 mois, mais la moindre offre qui arrive là, moi je saute là-dessus. Donc c'est dit qu'à la base, les dirigeants sont les véritables problèmes de notre football. Ça, il faut le dire. Si l'entraîneur, il est à l'aise dans sa fonction, je pense qu'il va à aucun moment penser à vendre des matchs. Donc, chez vous, ce n'est pas une bonne chose en tout cas. Ce n'est pas une bonne chose. Ça peut être justifié par le fait que les salaires ne sont pas réguliers. Je vais dire que le traitement de l'entraîneur local n'est pas bon. N'est pas bon. Et donc, si ce traitement il est bon, j'avoue que non seulement le travail va bien se faire, non seulement les résultats vont suivre, parce que le football aujourd'hui, c'est comme la technologie. Le football, ce n'est pas aujourd'hui un jeu de paris sportif, ou bien un jeu de loto, ou bien je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, le football, c'est un truc où aujourd'hui tu as mis A, tu mets B, la phrase suit tout de suite. Le mot suit et puis la phrase suit. Je veux dire, en réalité, aujourd'hui, si on encadre bien ces entraîneurs locaux-là, on leur donne les moyens qu'il faut, comme on le fait pour les expatriés, à tous les coups, les résultats vont suivre. Alors, justement, Zoum Diakité, donc il accuse, comme je disais tout à l'heure, la question Edmond, les entraîneurs locaux de vendre des matchs, d'être à la base de certaines magouilles. Alors, nous parlions en instant de connexion. Oui. Prenons donc l'histoire récente du football ivoirien. C'est fin de saison, avec ces matchs que nous voyons, où ce n'est écrit pour personne. On assiste à des matchs arrangés entre différents clubs, parce qu'une telle équipe a déjà atteint son objectif. Vers la fin de la saison, on lève le pied. Le plus facile d'approcher un entraîneur qu'on connaît, pour dire, bon Joe, tu as atteint ton objectif, hein, on t'a fixé comme ambition le maintien. Tu es maintenu, moi j'ai joué le titre, j'ai besoin donc d'une victoire sur ton équipe pour pouvoir donc aller chercher le titre, ou alors je suis en position de relégation, mais il faut forcément te battre pour être maintenu. Puisqu'il y a cette connexion entre nous, parce que je te connais depuis de longues dates en tant que national, naturellement donc c'est plus facile donc d'approcher l'entraîneur local pour lui faire donc de telles propositions. Et puis on assiste justement à ces arrangements de fin de saison, alors qu'on a à quelques appréhensions, on a du mal à aller vers l'entraîneur expatrié. Alors quand on le regarde, on se dit, est-ce que je peux l'approcher pour lui faire une telle proposition? C'est ce qui amène justement certaines équipes à privilégier donc les entraîneurs expatriés. Aujourd'hui, on parle de Julien Chevalier. Mais Julien Chevalier, vous pensez que vous pouvez aller voir Julien Chevalier parce qu'il a atteint son objectif pour lui dire que voilà, il faut lever les pieds? Mais non. Alors qu'un entraîneur local, c'est plus facile. C'est plus facile. Bon, je ne citerai pas de nom, mais on a vu des exemples ici dans notre championnat, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 2, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, ou en fin de saison, ce sont des matchs arrangés. Les équipes refusent carrément de jouer parce que la mission qui a été assignée est accomplie. Oui, mais dans ce schéma de match arrangé, généralement, ces arrangements ne se font pas les entraîneurs. Ces arrangements se font les dirigeants. Maintenant, parce que les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils imputent à qui? Oui, mais bien sûr, l'entraîneur... C'est lui qui met en place le système de jeu. Je suis entièrement d'accord. L'entraîneur, il est l'employé du président. Donc, il suit les ordres du président. Généralement, dans notre championnat, que moi je connais, les arrangements à la base sont faits depuis la tête. Alors, justement, Edmond, quand un président de club a réussi à vous convaincre de vendre des matchs en alliant l'équipe A, B ou C, alors le même président ne vous fera pas confiance demain ailleurs, parce qu'il s'est dit que vous êtes un gars manipulable. Je suis d'accord avec le principe. Je suis d'accord. En tout cas, je ne décris pas ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais je dis généralement, l'entraîneur, il est l'employé du président. Et les autres qui viennent... Les expatriés ne permettent pas qu'on puisse quand même les approcher même pour un tel deal. Voilà, justement. Mais pourquoi? Parce qu'il est expatrié? Est-ce qu'aujourd'hui notre DTN... Non. Est-ce qu'aujourd'hui notre DTN a une identité de formation? Quel projet de jeu la DTN de Côte d'Ivoire insuffle au football ivoirien? Et parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore une ADN de jeu pour dire qui est propre à la Côte d'Ivoire.
est-ce que déjà ça n'handicape même pas, ça n'handicape pas peut-être nos entraîneurs de pouvoir s'expatrier et d'ailleurs d'abord même s'imposer ici sur le plan local? Alors c'est la mission qui est assignée à la DTN. Oui. Inculquer donc une philosophie de jeu. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez le football européen, on dit ça c'est un football anglais. Parce qu'il y a cette philosophie-là qui est enseignée qui est enseignée en Angleterre. Quand vous voyez un club français jouer, on dit non, ce joueur peut réussir dans le football français parce que le jeu pratiqué donc en France correspond à son profil. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quelle est la philosophie de jeu enseignée? C'est le rôle assigné à la DTN de mettre en place donc cette philosophie de jeu. Donc aujourd'hui, quand on se dit en Côte d'Ivoire, voilà le style de jeu. Mais la DTN organise des stages avec les entraîneurs locaux pour essayer justement de porter donc quelques enseignements. Donc on nous espérait que ça va prendre, qu'on aura donc cette culture qui sera propre à la Côte d'Ivoire et qu'on pourra dire ça c'est le football typiquement ivoirien, comme on le dit souvent, ça c'est un football brésilien, ça c'est un football de l'Afrique du Nord, etc. etc. Non, moi je pense que j'aborde dans le même sens que Zoom. Vous savez que l'ADN du football généralement se fait sur une longue durée. On a vu avec des exemples. En club avec Philippe Troussier, Bernard Troussier. Quand il vient à la SEC, il envoie ce qu'on appelle la défense en ligne. Et cette défense en ligne-là a fait de la SEC un club vraiment immense sur le plan défensif. Ça, il faut le dire. Ça, c'est Troussier qui a envoyé sa marque déposée sur le plan défensif. Et quand on fait la translation, qu'on vient en équipe nationale, on vient trouver Hervé Renard en 2015. Il vient apporter cette grinta-là à nos joueurs en équipe nationale. Parce que l'Ivoirien, pour lui, le football se limitait à quand il a le ballon, la période quand il a le ballon, et non la période quand il ne l'a pas. Et Hervé Renard vient inculquer ça à notre équipe nationale. Et c'est ce suivi-là qui s'est fait jusqu'à maintenant. Après, comme je l'ai dit, il faut que ceux qui viennent entraîner notre équipe nationale, les entraîneurs qui viennent prendre les équipes nationales, on fasse des contrats sur de long terme avec eux pour qu'ils implantent leur culture de jeu. Nous parlons de la DTN. Oui, mais bien sûr, la DTN est un projet. Et les projets de la DTN sont à plusieurs niveaux. Ça peut partir. Est-ce que aujourd'hui vous avez une visibilité sur le style de jeu ivoirien? Est-ce qu'on est remarquable tout de suite à vue d'œil? Oui, on est remarquable parce que la Côte d'Ivoire, de par le profil de ses joueurs, a opté pour l'attaque placée. Et la DTN, dans son schéma directeur, a deux projets en ce qui concerne la culture de jeu. Celle actuelle? Oui, celle qui est là présentement. On voit Faye, remarquez Faye dans son équipe, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire A. Faye joue régulièrement en 4-3-3, horizontalement, 3 milieux de terrain, 2 relayeurs, une sentinelle. Et quand il change, la deuxième culture, c'est de jouer avec un triangle au milieu de terrain, 2 bases plus un sommet. Voilà un peu. Donc c'est dit qu'à la base, il y a un projet directeur qui est là. Maintenant, pour le mettre en application, ça prend du temps parce que quand tu bases une stratégie sur un joueur et qu'il n'est pas régulier en club, il n'est pas titulaire en club, tu es obligé de tout chambouler après. Sinon, il y a un projet directeur qui est là. Alors là il parle donc des failles émergent. Mais le rôle de la DTN est de faire en sorte que toutes les catégories d'équipes aient le même style de jeu. Quand on va en U17, quand on prend les U18, quand on prend le U20, quand on prend le U23, quand on prend l'équipe U15, U16 locale, quand on prend la sélection A, c'est le même style de jeu, c'est le rôle de la DTN. D'inculquer donc ce style-là, si Faye joue dans ce style-là, on va pouvoir retrouver ce même style du côté de Younes Dedouk, on va pouvoir retrouver le même style de jeu du côté de Bassiriki Diabaté, on va retrouver le même style de jeu du côté de la sélection féminine, etc. C'est ça le rôle de la DTN. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord. Mais après, les clubs, c'est différent. Après, les clubs, c'est différent. Parce que on prend le cas simplement, par exemple, de l'Africa. L'Africa, quand tu vois l'Africa jouer sur 10 ans, l'Africa n'a jamais opté pour le football en attaque placée. C'est le football direct ou bien en attaque rapide. Donc, les recrutements à la base de l'Africa sont faits en conséquence. Mais après, quand on vient en équipe nationale, comme l'a dit Zoom, c'est tout à fait normal que ça soit l'équipe type, l'équipe première, jusqu'aux équipes de U15 ou U17, on ait la même culture de jeu, ce qui va permettre, et ça c'est fait par la DTN pour que ces joueurs qui quittent avec les réservistes par exemple, ou les U17, quand ils accèdent au haut niveau, avec l'équipe première, ils sont à l'aise parce que c'est des cultures de jeu, c'est des schémas directeurs qu'ils ont eu à la base. D'accord, justement, parlons du Cameroun qui est reconnu pour un football physique. Et donc la Côte d'Ivoire, on ne sait pas si c'est un football tactique ou technique. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu une identité remarquable, véritablement claire et nette jusqu'à aujourd'hui. Alors, ainsi prend fin cette émission. On va prendre la mot de fin de Zoum Diakité. Alors aujourd'hui, on va à la DTN, le patron,
c'est un expatrié. Ouais. On prend nos équipes nationales. Vous avez Faye qui a l'équipe A, son adjoint Guy Demel qui sont des nationaux. Et puis après, dans le staff technique, nous n'avons que des expatriés. Préparateur physique, analyse vidéo, ce ne sont que des expatriés. Ouais. Vous prenez l'équipe des U20, entraînée par un expatrié, même si tout son staff est constitué d'Ivoiriens, mais la tête, c'est un expatrié. Vous partez dans le football féminin, l'équipe A, de notre sélection A féminine, est coachée par un Français. On vient de faire venir un autre Français pour prendre l'équipe féminine de U20. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la DTN, chapeautée par un Français, des expatriés dans les différentes sélections, peut-être que ça arrive en sujet justement. justement. Donc on essaie donc peut-être d'inculquer cette séance française au football local. C'est à saluer. Pour l'instant, on a le résultat de Faye qui est champion d'Afrique, donc c'est lui qui s'apprend. On a Bassili Diabaté. Avant d'arriver à Bassili Diabaté, on a Younes Zerdouk qui vient de remporter le tournoi UFOAB. Justement, Bassili qui remporte donc le tournoi scolaire. Le tournoi scolaire des U16. Voilà, et qui est qualifié pour la Coupe du Monde U17. Après, on voit le travail abattu du côté donc, de la sélection féminine. Voilà, donc on nous espérer qu'avec ce travail de la DTN qui est chapeauté, je le rappelle, par un expatrié, on a eu des Ivoiriens à la DTN, à la tête de la DTN. Aujourd'hui, on a un expatrié qui succède à un autre expatrié. Donc on observe. Moi, je pense que je suis tellement heureux que le doyen me rejoigne dans son mot de fin parce que c'est ce que je disais tantôt. Je dis que les locaux qu'on a ici ont les mêmes diplômes que ces expatriés-là. Ça dépend du regard qu'on a sur nos locaux et qu'on a également sur les expatriés. Je pense que si on met nos expatriés au même niveau, avec les mêmes moyens qu'on donne, on alloue aux expatriés. Je ne dis pas que forcément un expatrié doit avoir un salaire égal à celui de l'entraîneur local. Je n'ai pas dit ça. C'est tout à fait normal que quand vous vous exportez, il y ait quand même une différence au niveau de la rémunération. Ceux qui vous envoient d'ailleurs à vouloir vous exporter. Mais en la réalité, c'est tout ce qui concourt à l'avancement du club, au travail même pour lequel on prend le local. Si on lui met les moyens qu'il faut, il a les mêmes diplômes que l'expatrié. Je pense que les résultats vont suivre. Il a cité tout à l'heure, Vassiriki, il a cité Faye et Guy Demel, il a cité. Voilà, donc c'est dit que c'est ces mêmes gars-là, aujourd'hui-là, qui font de nous notre fierté au niveau des entraîneurs locaux. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Zoum Diakité, journaliste sportif, analyste, Edmond Segodé, consultant, entraîneur. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.